Brian De Palma fait partie des plus grands réalisateurs de ces 50 dernières années, au même titre que ses copains, la bande du Nouvel Hollywood, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas et Francis Ford Coppola, entre autres, et a marqué le cinéma avec des films devenus cultes au fil des années. Je vous propose un voyage à travers l'œuvre de l'un des plus passionnants auteurs-réalisateurs américains. Attention, vidéo très subjective. Est-ce que vous me trouvez désirable? Oui, bien sûr. Vous avez envie de coucher avec moi? Oui. Alors pourquoi pas? Une femme à la vie sexuelle perturbée consulte un psychiatre. À la suite de cette entrevue, elle passe la nuit avec un inconnu rencontré dans un musée. Le lendemain, elle se fait assassiner par une mystérieuse blonde. Une call girl qui assistait au drame est traquée par la meurtrière. Pour une fois que le titre français est plutôt juste. Oui, le film aborde totalement les pulsions sexuelles. Tout comme dans Psychose et dans les œuvres de De Palma, il y a deux parties, des doubles. La première partie suit le point de vue de Kate Miller, incarnée magistralement par Angie Dickinson. Cette femme qui est frustrée sexuellement, qui a une vie de couple banale et qui est enfermée dans une routine. Son mari ne la satisfait pas sexuellement et elle fait des rêves érotiques, des fantasmes même, qui se transforment en viol sous la douche. Ce qui veut dire qu'elle n'exclut pas le sentiment amoureux, bien au contraire, mais elle souhaite juste être épanouie sexuellement. De Palma la montre comme une personne qui souhaite simplement être heureuse, et nous, spectateurs, nous avons de l'affection pour elle, pour cette femme qui est consciente de son charme, mais elle n'a pas confiance en elle, et en même temps, elle est prête à faire confiance à l'autre pour trouver l'extase. Sa séance avec un psychiatre incarné par un Michael Caine, froid, mais c'est voulu, et touchante. Pourquoi? Kate y est sincère, vraie, sans filtre. Cette première partie est un drame intime, presque érotique, où une séquence entière est magistrale, celle du musée, qui renvoie à Vertigo, mais De Palma va plus loin. Grâce à sa mise en scène, sans aucun dialogue, De Palma nous montre un jeu de séduction entre Kate et un homme, et Angie Dickinson brille à nouveau. Grâce à son regard, ses expressions, nous comprenons ce qu'elle ressent, ses envies, ses désirs, ses craintes, ses peurs, tout. Cette séquence est juste un modèle de mise en scène, et quand elle se termine, le réalisateur se permet même de nous prévenir en quelque sorte de ce qui va se passer. Mais c'est tellement rapide que l'on n'en remarque rien. Quand Kate se laisse aller à son désir sexuel pour cet inconnu, elle est épanouie. Et puis, comme dans Psychose, il y a la cassure. Cette cassure est bien entendu le meurtre de Kate, très violent, gore, baroque, dans un espace clos, comme une douche, un ascenseur, avec une arme blanche et des gants noirs. De Palma convoque le giallo de Dario Argento. La mort de Kate n'est en aucun cas misogyne ou moralisateur, comme avait été accusé De Palma à l'époque. Sa mort n'est pas une punition, loin de là. Elle est avant tout une victime. Ce choc lié au meurtre bascule le film vers un autre point de vue, celui de la personne qui a vu, le témoin. Incarnée par une excellente et magnifique, car c'est le cas, Nancy Allen, Liz est une professionnelle sexuelle, une prostituée de luxe qui assume son métier. Encore une fois, l'idée du double, mais sur tous les points, y compris pour la meurtrière, qui est transsexuelle. Je ne vais pas dire son identité, son autre, mais si vous comprenez le langage du cinéma, De Palma nous le montre tout de suite, car contrairement au giallo par exemple, le « qui c'est le meurtrier » n'est pas le sujet du film, même si le réalisateur s'amuse avec nous en nous montrant des fausses pistes. De Palma s'exprime également par le biais du fils de Kate, Peter, qui est un scientifique, un petit génie débrouillard, qui est un créateur d'invention, comme De Palma quand il était plus jeune, qui est dans son monde, mais le meurtre de sa mère va le faire sortir de son monde justement, afin de connaître, de savoir la vérité, et pour cela, il va devenir un voyeur. De Palma signe une œuvre ambiguë où le sexe est un fantasme, où la dualité sexuelle est fortement troublée, où les rêves peuvent être très ambigus. Comme souvent chez De Palma, le final du film fait un écho à la première séquence. Qu'importe comment cela se termine, le fantasme et la réalité sont mélangés. Il n'y aura pas de fin. Le film sortira aux États-Unis dans une version censurée. Par contre, en France, il sera exploité dans sa version intégrale.
Le film fut interdit aux moins de 18 ans à l'époque. N'empêche, malgré cette interdiction, de critiques mitigées, de très mauvaises réactions d'associations spécialisées qui n'ont pas compris le film, l'œuvre connaîtra un bon succès avec par exemple 1 147 059 entrées en France. Brian De Palma souhaite reprendre le projet Prince of the City avec toujours John Travolta dans le rôle titre, mais la société de production Orion Pictures arrive sur le projet et prend 2 décisions. La première est de produire le film, la deuxième est, je cite, est de débarquer De Palma du projet. En gros, tout comme la Warner Bros, il le vire. Le film sortira finalement en 1981. Intitulé en France Le Prince de New York, il est réalisé par Sidney Lumet et dans le rôle principal on retrouve Treat Williams. Après cet échec, le réalisateur décide, tout comme avec Home Movies, de réaliser un film avec un petit budget. Il reprend quelques idées de son script Prince of the City, surtout le sentiment de culpabilité du personnage principal. Il repense à l'affaire Kennedy en imaginant que l'on ait retrouvé une pièce manquante du puzzle et s'inspire d'un autre fait divers, l'accident de Chappaquiddick. Le 18 juillet 1969, au retour d'une soirée, la spécialiste de campagne politique Marie-Jo Kopchny trouva la mort dans une voiture conduite par le sénateur démocrate Ted Kennedy, frère de John, qui souhaitait se présenter aux élections américaines. Les circonstances de l'accident ont fait scandale, bien entendu, mais c'est surtout les faits qui sont étranges. Ted Kennedy s'en est sorti, oui, mais il n'a pas appelé la police et ce sont 2 pêcheurs qui ont découvert le véhicule et un plongeur professionnel a réussi à sortir le corps de Marie-Jo. Cette affaire a détruit les ambitions de Ted Kennedy et il renoncera à se présenter aux élections présidentielles. De Palma s'inspire également de 2 films. L'excellent Blow Up de Michelangelo Antonioni, de 1966, qui raconte la découverte d'un meurtre grâce à une image, une photographie. Ce film inspira également Dario Argento pour Profondo Rosso d'ailleurs. Et le tout aussi excellent Conversation secrète de Francis Ford Coppola de 1974, qui raconte la découverte d'un meurtre grâce au son, un enregistrement. La première version s'intitule Effets personnels, et De Palma obtient un financement. Mais John Travolta lit le scénario et veut le faire. Le budget passe à 18 millions de dollars. De plus, l'acteur demande que le rôle principal féminin soit tenu par Nancy Allen, la compagne de De Palma. Mais le réalisateur n'est pas enchanté par l'idée, car le fait d'avoir tourné plusieurs fois avec elle a fait en sorte de rendre compliquée leur relation. Brian De Palma accepte tout de même cette demande, car il sait que sa compagne est une bonne actrice. Le projet change de titre, mais garde les éléments que j'ai cités. De Palma va regrouper 2 histoires, 2 points de vue, l'image et le son. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il avait atteint une perfection dans son travail ? Jack, un ingénieur du son, sauve Sally, la passagère d'une voiture accidentée. L'étude de la bande-son révèle le bruit d'un coup de feu, et non d'un pneu éclaté. Le conducteur de la voiture, un homme politique, était visé par un complot. Jack mène l'enquête, plus ou moins aidé par Sally. Un film sur le cinéma. De Palma signe un thriller passionnant, où bien évidemment l'ambiguïté de la vérité, le complot politique, le double bien sûr, le voyeurisme, la frustration et l'obsession y sont abordés. Jack, incarné magistralement par John Travolta, son meilleur rôle pour moi, est un technicien, un preneur de son pour le cinéma, pour des films de série Z d'horreur. D'ailleurs, la première séquence du film fait référence au slasher, à ses codes, à son style. Faut pas oublier qu'à l'époque du film, Halloween et Vendredi 13 ont ouvert la voie à plein de slasher movies, et De Palma pour moi parle du cinéma de son époque, et d'une certaine manière ce qu'il est, du moins en ce début des années 80. Jack est plus que compétent dans son domaine, c'est un grand technicien, bricoleur ayant un passif dans la police. La fameuse séquence où Jack enregistre des sons est juste magistrale au niveau de la mise en scène. Il est à la fois comme un chef d'orchestre et un réalisateur, un metteur en scène qui nous guide, un son l'image de ce son. Et puis d'un coup, un son étrange que Jack est incapable de nous montrer, mais que le spectateur verra et comprendra plus tard. Et enfin l'accident et sa rencontre avec Sally incarnée par une Nancy Allen attachante. Jack, grâce au son, va découvrir le coup de feu, et grâce aux photographies prises par un mec qui se trouvait comme par hasard à ce moment-là, il va reconstituer le puzzle. Utiliser le cinéma pour reconstituer la vérité. Utiliser le cinéma pour montrer le réel. Great.
Mais Jack va être dépassé, enfermé dans une machination plus grande, plus forte que lui. De Palma propose une mise en scène sublime, tout en n'oubliant pas son histoire, ni ses personnages, surtout Jack, qui est un miroir du cinéaste. Jack est une projection de Palma. Le reste du casting est juste parfait également. Mention spéciale à John Lithgow, qui incarne le meurtrier, intelligent, froid, terrifiant, manipulateur et psychopathe. Tout le film est une leçon de mise en scène, de réalisation. Je serais même tenté d'affirmer que si vous voulez en apprendre plus, ou du moins passer une étape suivante dans la manière de voir le cinéma, voyez ce film et cette fin. Je ne vais pas spoiler, je vais essayer, mais il s'agit de la fin la plus tragique de l'histoire du cinéma. De Palma prend la grande figure du héros américain au cinéma et la détruit. L'impuissance. Accentuée par la magnifique musique de Pino Donaggio, le jeu bouleversant de Nancy Allen, le jeu tout aussi bouleversant de John Travolta, la mise en scène de Palma, il s'agit pour moi d'une forme de perfection. Même le générique du début nous prévient de ce qui va se passer que avec le son. Il nous manquait des images, nous les avons. Et l'ultime séquence qui enfonce le clou, qui fait un écho à la deuxième séquence avant le générique du début. Utiliser la vérité pour créer un film, utiliser le réel pour faire du cinéma. Now that's a scream! Jack, more on the screen. I don't want to distort it. Bring it up. All right, I'll give you a little bit more the next time. That's wonderful. What do you think the rest of the mix? Well, okay, we bring on the beginning, when he was on the footsteps. It's a good scream. It's a good scream. Ce film est la quintessence de Palma. Toutes ses thématiques, ses obsessions sont présentes, et pour moi, l'un des plus grands films de tous les temps. En plus, la VF est de qualité car c'est John Travolta lui-même qui choisira son doubleur, l'un de ses amis, un certain Gérard Depardieu. Bon, je le regarde en VO, mais quand même, c'est de très grande qualité. Le film fera un bide, pour deux raisons. La première est simple. À ce moment-là, John Travolta est une star. Le public pensait voir une histoire d'amour où Travolta finit avec l'héroïne et tout va bien. La deuxième est pour moi une question de timing. Nous sommes en 1981. L'industrie du cinéma américain est sur le point de changer. Le cinéma des années 70, avec ses films contestataires, tragiques par moments, remettant en cause l'Amérique et ses figures, se termine et laisse place au côté plus grand spectacle, au cinéma popcorn, aux histoires plus positives et surtout au cinéma reaganien, où les héros gagnent à la fin. Blowout est l'un des derniers films des années 70 en d'autres termes. Mais le temps a fait son œuvre, et Blowout est considéré comme l'une des plus belles réussites de son auteur, et un certain Quentin Tarantino ne dira pas le contraire. Cet échec touchera De Palma car il aimait le film, mais cela n'empêche pas de recevoir des propositions. Réaliser Flashdance, mais vous avez compris, ça s'est pas fait. Au même moment, l'acteur Al Pacino, que je ne présenterai pas, car voilà c'est Al Pacino quand même, et le producteur Martin Bregman ont un projet de remake. Scarface. Datant de 1932, l'excellent Scarface de Howard Hawks, avec Paul Muni, qui raconte l'histoire de Tony Camonte, un immigré italien qui va bâtir un empire sur le trafic d'alcool durant les années 20. Un classique qui fait référence un petit peu à Al Capone, que je vous conseille véritablement de voir. Le scénario de ce remake est écrit par une personne qui, étrangement, a des points communs avec De Palma. Enfin, deux points communs. La guerre du Vietnam, De Palma a réussi à l'éviter, l'autre s'est engagé, et la mort de Kennedy. Cet événement hante le cinéma de Palma, l'autre a carrément fait JFK. Oliver Stone est l'un des grands noms du cinéma américain des années fin 70, 80 et 90. Il a commencé dans le cinéma en tant que scénariste, genre Midnight Express, Conan le Barbare, L'Année du Dragon, c'est lui. Il devient par la suite à la fois scénariste et réalisateur, genre Platoon, né un 4 juillet, qui parle tous deux de la guerre du Vietnam, le peu connu et très de palmien d'ailleurs, Conversation nocturne, The Doors, Tueur né, c'est lui aussi. En gros, ce n'est pas n'importe qui. Oliver Stone propose un scénario qui est véritablement une réactualisation de Scarface, en changeant l'origine du héros, le trafic auquel il va s'élever je dirais, et en mettant un contexte politique très fort. La Universal Pictures, qui produit le projet, propose la réalisation à Sidney Lumet, encore lui. Mais en lisant le scénario, il refuse, le jugeant trop violent, et c'est là que Brian De Palma entre dans le projet. Brian De Palma va proposer un film qui va devenir culte, mais qui, je pense, n'a pas été compris. Al Pacino,
Scarface. En mai 1980, Fidel Castro autorise les opposants qui le souhaitent à quitter Cuba. Il en profite pour envoyer vers les États-Unis les malfrats devenus indésirables dans l'île. C'est ainsi que Tony Montana se met à vivre son rêve américain. La folie des grandeurs, l'ascension d'une bête, d'un con, d'un crétin, qui n'est pas un héros loin de là. Il est ambitieux, il a des valeurs qui lui sont propres, et il veut le monde. Mais un monde de mensonges, où l'argent, la drogue, le luxe, le faux, y sont rois. Il n'y a aucune grandeur là-dedans. Il suffit de voir la séquence où Montana tombe amoureux d'Elvira, incarnée par une excellente Michelle Pfeiffer. Il tombe amoureux d'une image, l'image de la femme des couvertures des magazines d'une époque. Ce qu'elle est réellement, il s'en fout. L'époque du bling-bling, les années 80. Oui, Scarface est la captation d'une époque. Kitsch, reaganienne, capitaliste, artificielle, violente et vulgaire. Tony Montana est une bête qui n'est pas libre. Malgré son ascension, il est toujours enfermé, prisonnier de son désir d'avoir tout, de sa violence, de sa connerie, de son luxe. Un fauve en cage. L'œuvre ne raconte pas une réussite, mais une chute. Le rêve américain est un mensonge. La mise en scène de De Palma est juste parfaite, distante avec de magnifiques panoramiques et des plans séquences. De Palma observe de loin ces personnages qui vont se brûler les ailes, et il n'y aura aucun gagnant. Encore une fois, tout comme Fury, la perte de contrôle. De plus, De Palma a réussi à rendre une scène terrifiante et inconfortable. La fameuse scène de la tronçonneuse qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, jugée trop violente et pourtant on ne voit rien. Mais De Palma a l'art de nous faire croire que nous avons vu plus. Al Pacino y est brillant et l'acteur disparaît, et nous voyons seulement Tony Montana, la bête psychotique. Par contre, évitez la VF. Toi qui dégages. Merde! Tu es un flic, c'est grave! Parce que tu crois que t'es un vrai flic. Attends une minute! La séquence finale est devenue culte et plus qu'impressionnante, même encore aujourd'hui. Il y a presque du John Woo avant l'heure. D'ailleurs, un certain Steven Spielberg a participé à cette séquence. Say hello to my little friend! You wanna play rough? Okay. Go. Okay, you like that? Huh? You want more? Okay. Your horse? Go. Le film est une épopée, un reflet d'une époque qui n'a pas toujours fait rêver. Le film connaîtra non pas un bide, mais pas un grand succès non plus. Et puis le temps a à nouveau changé la donne. Le film a été réévalué et est devenu un classique. Mais le plus surprenant, c'est la représentation de Tony Montana qui a évolué, et est devenu également culte aux yeux de certains. Il est devenu presque un modèle de réussite, surtout auprès des jeunes de banlieue, et plus généralement dans l'univers du hip-hop, à se demander s'ils ont compris le film. Après, chacun son point de vue. Mais Scarface n'a pas dit son dernier mot. Un remake est prévu et sera réalisé par Luca Guadagnino, réalisateur de Call Me By Your Name et le remake de Suspiria, entre autres. Sur un scénario des frères Coen, mais rebondissement, et c'est ça qui est dommage, changement de scénariste, maintenant c'est Jonathan Herman, et le projet ressemble de plus en plus à non pas une relecture, une réactualisation, mais plus à un remake copié-collé un petit peu du Scarface de De Palma. Après, on peut être surpris. Brian De Palma enchaîne et s'essaie au vidéoclip en réalisant le clip Dancing in the Dark pour Bruce Springsteen. Une chanson excellente et un clip sympathique avec la première apparition de l'actrice Courtney Cox, future Monica dans la série Friends, ou encore future Gail Weathers dans la saga Scream. De Palma commence l'écriture d'un nouveau projet et décide de revenir à la base de son cinéma, et repense à Vertigo. Encore, en intégrant à nouveau le voyeurisme, plus particulièrement en reprenant l'idée de fenêtre sur cour, parlant à nouveau du cinéma, mais en changeant quelques petits détails. Dans Vertigo, Scotty a le vertige. Cette fois-ci, le personnage souffre de claustrophobie, ce qui fait référence à Nancy Allen, son ex-femme, qui souffre de cela. Nouveau détail, parler d'une doublure corps au cinéma. Durant le tournage de Pulsion, De Palma a utilisé une doublure pour doubler Angie Dickinson durant la scène de la douche, plus particulièrement pour les gros plans. De Palma écrit un premier traitement et souhaite seulement produire le projet, et confier la réalisation à Ken Waldenhorn. De Palma avait apprécié l'un de ses films, Appel au meurtre, de 1981. Mais la Columbia Pictures, qui souhaite financer le projet, exige que ce soit De Palma lui-même qui réalise le film. De Palma accepte et retravaille le scénario. Il modifie le personnage principal féminin et surtout pose une partie de son intrigue dans le milieu de la pornographie. De Palma découvre ses productions, découvre des films, assiste à des tournages et rencontre l'actrice Annette Evan, grande figure du milieu. De Palma pense qu'il a trouvé son personnage, passe du temps à parler avec elle, à la filmer. En d'autres termes, De Palma et Annette Evan construisent le personnage de Holly Body.
Mais De Palma décide de choisir quelqu'un d'autre pour le rôle. Annette Haven a été la muse du personnage. Mais qui pour jouer un tel rôle? Une actrice porno. Beaucoup de comédiennes ont refusé, sauf une, Melanie Griffith, qui a tout de suite convaincu De Palma. Petite anecdote qui montre sans le vouloir, je pense, un lien. Melanie Griffith est la fille de l'actrice Tippi Hedren, qui a joué dans l'excellent Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Brian De Palma décide de régler ses comptes, de faire un sacrilège, aller encore plus loin dans le langage hitchcockien, parodier même Vertigo, et surtout, terminer son cycle. Après avoir perdu un rôle d'acteur et sa petite amie par la même occasion, Jack prend enfin une pause. Il s'offre une maison dans les collines d'Hollywood. Bientôt, il est témoin du meurtre de sa belle voisine. Il décide d'enquêter. Un film méta. Je ne vais pas me répéter car tous les éléments de Palmien y sont présents. Pas de surprise sur le contenu, mais sur la forme, c'est autre chose. Pratiquement tout est exagéré. Il suffit de voir la fameuse scène de baiser filmée à 360 degrés. Elle est irréelle, à la limite du ridicule, dans un érotisme accentué, à la limite du porno même, mais c'est voulu. Il s'agit de la version porno soft de Vertigo. De Palma rend les thématiques hitchcockiennes explicites et il y va à fond, sans aucune subtilité. Le personnage de Jack, incarné par un excellent Craig Wesson, est un acteur oui, mais il n'est pas acteur de sa vie. Il est spectateur. Quand il découvre sa femme au lit avec un autre mec, il ne dit rien, il regarde. Quand il découvre sa voisine, il regarde. Quand sa belle voisine se fait tuer, il tente d'agir oui, mais il ne va pouvoir que regarder. Sans le vouloir, il incarne un rôle. Sa claustrophobie, son incapacité à incarner un vampire, est la métaphore de « je pense que vous avez compris ». Frustration sexuelle quand tu nous tiens. Et de plus, De Palma parle de l'envers du décor de l'industrie du cinéma. Ses auditions ridicules, devant des exécutifs de studio, ses cours d'acteurs étranges totalement débiles, ses réalisateurs très aimables, et la galère du métier de comédien. Tous les personnages ont des doubles physiques, à vous de découvrir lequel. De Palma signe une réalisation magistrale, mais une séquence retient plus que les autres, celle de la traque. Quand Jack suit Gloria, incarnée par la magnifique Deborah Shelton, dans un centre commercial, un modèle de mise en scène qui respecte l'architecture du lieu tout en ne perdant pas ses personnages. Ce qu'ils font, ce qu'ils pensent même, avec bien évidemment des plans séquences. Mais De Palma n'utilise pas les plans séquences pour faire joli, et encore moins pour faire une démonstration. Les plans séquences à la De Palma servent à montrer l'action, ce qu'il se passe dans un lieu précis, un moment précis. Cette séquence est l'une des plus belles réalisations de Palma. Le cinéaste parle également de l'autre industrie, le porno, qui dans les années 80 se portait plus que bien, et le chef-lieu de cette industrie était Los Angeles, la ville où se déroule le film. Quand Jack entre dans ce milieu pour avant tout retrouver Holly Body, il devient enfin un vrai acteur. Il n'est plus une marionnette. Le film parle également de l'ambiguïté de la vérité, de la réalité, mais pour le coup De Palma va plus loin. Le cinéma ne fait pas que rêver, et il est avant tout l'art du mensonge. La fin du langage hitchcockien, son point culminant et surtout sa limite. En allant vers la parodie outrancière, De Palma démontre qu'il ne recopie pas Hitchcock. Bien au contraire, tout au long de son cycle, commencé avec Sisters, le réalisateur a su reprendre un langage, des thématiques, pour par la suite créer son propre langage, ses propres thématiques. Body Double est à la fois une analyse et une forme d'adieu au langage hitchcockien. La boucle est bouclée. Du moins, à ce moment-là. Le film ne fonctionnera pas que ce soit auprès de la critique et du public. Par la suite, De Palma sera très critique envers son œuvre, regrettant certaines choses qui, selon lui, ne marchent pas. Et pourtant, il s'agit d'un film passionnant pour ceux qui ont une certaine connaissance de son auteur et de sa filmo. Mais encore une fois, le temps a fait son œuvre, et Body Double est devenu culte. Après l'achèvement de son cycle, De Palma revient au style de ses débuts, la comédie avec Wisest Guys, aka Mafia Salad en français. Une parodie de film de gangsters et de mafieux. Un film qui s'est concrétisé dans la douleur pour De Palma, car durant la production, des changements de personnel ont eu lieu à la MGM, studio qui a produit le film. Et les nouvelles têtes pensantes ont bien fait comprendre que le projet, on s'en fout. De Palma a alors insisté pour que le film se tourne car il voulait absolument travailler avec Danny DeVito. Le film existe donc, mais son exploitation sera très limitée, avec une sortie seulement aux États-Unis. Le film fera un bide. Mais cela n'empêche pas au réalisateur d'avoir une proposition d'un autre grand studio,
la Paramount Pictures. Le projet d'adaptation des écrits et l'histoire d'Eliot Ness et sa lutte pour faire respecter la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation des boissons alcoolisées durant les années 1925 à 1932. Mais surtout sa guerre contre le parrain du crime de l'époque, Al Capone. Une première adaptation a déjà été faite en 1959 sous la forme d'une série TV avec Robert Stack dans le rôle principal, qui a rencontré un excellent succès, avec 2 épisodes pilotes, plus 4 saisons. Il s'agit d'une très bonne série de son époque. De Palma, contre toute attente, accepte cette commande de studio, histoire de relancer un petit peu sa carrière, car il a subi tout de même 4 échecs consécutifs. Le casting se met en place rapidement, mais le réalisateur veut un acteur en particulier pour incarner Al Capone, celui avec qui il a fait son premier long métrage, encore une fois un retour aux sources, Robert De Niro. Depuis ses débuts avec De Palma, De Niro est devenu au fil des années un acteur majeur, accompli et surtout il est devenu une légende du cinéma, comme un certain Al Pacino. Mais les producteurs du film ne sont pas très enthousiastes. La raison ? Robert De Niro demande $1 million pour 2 semaines de tournage. La production demande à De Palma de choisir quelqu'un d'autre. L'acteur Bob Hoskins est engagé. Monsieur Eddie Valiant pour moi. Mais Brian De Palma ne lâche rien et menace de quitter le projet si De Niro n'a pas le rôle. Le budget augmente, Bob Hoskins est remercié et touche $200 000 quand même, et Robert De Niro est enfin engagé. Brian De Palma signe son premier blockbuster hollywoodien, mais pas seulement. Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Alors comme ça, vous êtes incorruptible si j'en crois ce qu'on dit. Il n'y a pas moyen de s'entendre avec vous. Il y a toujours un moyen. Bon, tu vas les conduire à la gare. Au moindre pépin, tu tires le premier, tu m'as bien compris. Ah, j'allais oublier de vous dire. À Chicago, durant les années 30, lors de la Prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur les réseaux de vente illégale d'alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l'agent Eliot Ness recrute 3 hommes de confiance, aussi intraitables que lui. Ensemble, les 4 incorruptibles partent en guerre contre le gang de Capone. Le duel entre le bien et le mal. De Palma signe l'un de ses plus beaux films. Esthétiquement déjà, la reconstitution des années 30 est juste sublime, avec des décors somptueux que De Palma met en scène magistralement, un casting 5 étoiles, Kevin Costner, qui fait un peu penser à James Stewart d'ailleurs, qui incarne brillamment ce fameux Eliot Ness, le grand Sean Connery, dans l'un de ses meilleurs rôles de menteur, de père spirituel, pas étonnant qu'il ait gagné l'Oscar du meilleur second rôle, la révélation, Andy Garcia, le touchant Charles Martin Smith, l'excellent et inquiétant Billy Drago, et bien entendu le charismatique Robert De Niro. Je n'arriverai à rien, sauf si l'équipe gagne. Et l'équipe. Oui. L'équipe. Le travail d'équipe. Il n'y a que ça qui compte. Une équipe soudée. Sans les autres, on ne rien. Au nom de Dieu. Un grand film hollywoodien qui n'est pas la vraie histoire d'Eliot Ness, mais c'est pas grave. Un film qui connaîtra un immense succès, qui installera Kevin Costner dans l'industrie, qui par la suite entamera une grande carrière que ce soit en tant qu'acteur et réalisateur, la merveilleuse musique d'Ennio Morricone, un film qui installera De Palma dans la catégorie des réalisateurs qui comptent, et un film que De Palma ne porte pas dans son cœur. Il s'agissait pour lui d'une commande, point. Il a juste fait son travail et c'est tout. Mais il s'agit bien d'une œuvre véritablement de son auteur. Eliot Ness est un homme avec des principes, intègre, droit, avec de grandes valeurs. Un vrai héros américain. Le bien que De Palma montre simplement sans valorisation inutile. Et de l'autre, nous avons tout le contraire. Al Capone est le mal que De Palma montre presque comme un roi. Il écrase l'espace, l'environnement, il contrôle le monde, son monde, et son entourage doit se conformer à son monde, comme Swan, dans Phantom of the Paradise par exemple. Eliot Ness va devoir entrer de plein fouet dans les ténèbres d'Al Capone. Au fond, je vais vous dire, je trouve ça assez touchant. Dans la vie, c'est souvent comme ça. On rit des choses parce qu'elles sont drôles et aussi parce qu'elles sont vraies. J'entends par-ci par-là des esprits moralisateurs dire la place de cet homme est à Sing Sing, mais qu'est-ce qu'il se croit à la fin? Je me crois rien, mon seul but, et c'est là que votre journal a peut-être pas tort, c'est de répondre à la volonté du peuple. Il y a 2 parties, comme toujours. La construction de l'équipe, qui va amener à une victoire, et bien évidemment, car on est chez De Palma, la chute. Eliot Ness va devoir aller au-delà de ses principes. Mais comment agir face aux ténèbres? Mais le plus étonnant et passionnant, je pense, c'est que Brian De Palma signe un western. De grands espaces, le mélange entre la réalité et la légende, un nouveau shérif idéaliste arrive dans une ville et va être confronté à la violence. Comment arrêter ce mal? Par la force ou par la loi? On dirait L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, avec John Wayne, et James Stewart d'ailleurs, et c'est très réussi. Vous avez compris, pour moi, Les Incorruptibles est plus complexe que cela. Mais bien entendu, il s'agit d'un excellent divertissement, fait avec un savoir-faire admirable. Après ce succès, Brian De Palma est en position de force, et peut faire ce qu'il veut, d'une certaine manière. Au même moment, 2 films rencontrent un immense succès. 2 films sur la guerre du Vietnam, sujet qui touche le cinéaste. Platoon d'Oliver Stone
et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. De Palma pense sérieusement à faire son film sur la guerre du Vietnam. Il repense à un article datant de 1969 et du livre écrit par Daniel Lang qui relate les faits réels survenus le 17 novembre 1966. Appelé l'incident de la colline 192, il s'agit de l'enlèvement, le viol collectif et le meurtre de Pan Thi Mao, une jeune vietnamienne, par une escouade américaine pendant la guerre du Vietnam. L'un des soldats, la première classe Robert M. Storyby, n'a pas participé à ces actes dégueulasses et a dénoncé les autres malgré des menaces de mort. Une première adaptation du livre a été réalisée en 1970, un film allemand intitulé OK, réalisé par Michael Verhoeven. En 1972, un film américain reprend les faits en imaginant la suite. Les Visiteurs, réalisé par Elia Kazan, raconte l'histoire de Bill, qui vit en paix avec sa femme et son fils. Tony et Mac, deux anciens compagnons de la guerre du Vietnam, viennent s'installer chez lui. Ils sont venus pour régler de vieux comptes. Après 2 ans de prison pour le viol et le meurtre d'une jeune vietnamienne, ils viennent d'être libérés et leur unique but est de se venger de Bill, qui les avait dénoncés. De Palma a trouvé son sujet car il représente pour lui ce qu'était la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont violé ce pays. Le projet commence à se mettre en place, mais il va avoir un gros coup de pouce. Le scénario tombe entre les mains de Michael J. Fox, qui à ce moment-là était une immense star grâce, entre autres, à Retour vers le futur. L'acteur souhaite incarner autre chose que l'éternel ado, et veut faire ce projet. La production s'emballe, et le projet est définitivement lancé. Après un tournage très difficile, des relations compliquées entre les 2 jeunes acteurs principaux, Brian De Palma signe le film le plus bouleversant de sa carrière. Because each of us might be blown away. Everybody's acting like we can do anything, man. You think you're standing up to me? Ah! You probably like the Army, don't you, Eric? This ain't the Army, Sarge. Pendant la guerre du Vietnam, un soldat américain dénonce ses camarades responsables de l'enlèvement d'une jeune vietnamienne qu'ils ont par la suite violée et tuée. L'impuissance face à la barbarie. Dès la première séquence au Vietnam, nous comprenons que nous, spectateurs, nous ressentirons ce que le soldat Erickson va ressentir. Cette séquence annonce ce que l'on va voir, une plongée en enfer. Erickson, incarné par un Michael J. Fox fragile et tout simplement parfait, est au départ un bleu, un jeune soldat. Face à lui se trouve son supérieur, le sergent Mazerve, incarné par un Sean Penn détestable et parfait également, qui lui a plus d'expérience. Mazerve est un bon soldat, c'est une certitude, mêlé dans son monde, encore une fois, et son entourage, son unité, doit se conformer à sa vision. Mais Erickson est un homme droit, ou du moins il ne va pas se laisser entraîner dans la barbarie, dans la folie, et va rester cet homme droit jusqu'à la fin. De Palma utilise des plans subjectifs pour que nous, spectateurs, nous nous retrouvons à la place de ces soldats, criminels, pour nous faire comprendre que nous aussi, nous pourrions passer dans la barbarie. Mais De Palma n'oublie certainement pas le point de vue de la victime, incarnée par la bouleversante Toi Thu Lee, mais il y a une scène, un plan, qui est pour moi l'un des plus difficiles à vivre et donc à regarder. Quand les soldats, Mazerve en tête, violent Ohan. Un plan subjectif, loin de ce qui se passe, mais nous ne suivons pas le point de vue d'Erickson. Il se trouve à côté de nous, en réalité. Nous sommes dans la position du voyeur, qui ressent ce qu'Erickson éprouve à ce moment-là. L'impuissance. De Palma signe pour moi l'un des meilleurs films sur la guerre du Vietnam. Un film bouleversant, accentué par la sublime musique d'Ennio Morricone, qui nous pousse à affronter l'enfer de l'être humain. Le meilleur rôle de Michael J. Fox, mais soyez prévenus, l'enfer de l'impuissance est fait de larmes. Brian De Palma pleure pour Ohan, et nous aussi. Le film ne connaîtra pas un grand succès, et encore moins une nomination aux Oscars par exemple. Et pourtant, Casualties of War l'aurait mérité. Mais il y avait au même moment un autre film parlant du Vietnam, né un 4 juillet, d'Oliver Stone. Après ce semi-échec, De Palma reçoit une proposition d'un grand studio qu'il connaît bien. La Warner Bros. Lui propose de réaliser une adaptation d'un roman de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités. De Palma accepte tout en n'oubliant pas son passif avec le studio. La production se lance et le budget est l'un des plus gros que le réalisateur a à sa disposition. 47 millions de dollars. Au niveau de la distribution, De Palma retrouve Melanie Griffith, mais surtout 2 acteurs qui montent enfin à cette époque. Tom Hanks, qui souhaite se lancer dans des rôles plus dramatiques, et Bruce Willis, qui a connu un immense succès avec l'excellent Piège de cristal. De Palma se lance dans le projet et souhaite en faire une comédie. De plus, il autorise la journaliste Julie Salamon à assister au tournage pour un futur ouvrage sur Hollywood. De Palma, sans le vouloir, ou presque, va prendre sa revanche contre la Warner Bros. They're waiting. This is a story about such a man.